Conseil des ministres, ce 13 avril 2023, le gouvernement adopte un décret sur la mobilisation générale et la mise en garde. Ce décret vise à donner à l'État tous les moyens nécessaires pour faire face à la crise sécuritaire. Des grandes décisions ont également été prises pour permettre au Burkina Faso d'être à jour vis-à-vis de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Les autres grandes décisions, c'est dans un instant. Reprise des activités de l'Union des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur. Une relance des activités avec à la tête Hector Ardan Ouedraogo qui présente un plan d'action pour une école plus résiliente. En sport, on parlera de la 26e journée du championnat national de Ligue 1. 2 matchs à l'affiche ce week-end. Majestic sera face à l'USFA et Salitas au RCK. Les 4 équipes font le point de leurs préparatifs. Bonsoir et bienvenue dans notre 20h. Cette brève pour commencer. C'était la course-poursuite ce matin à l'université Joseph Kizerbo entre CRS et étudiants grévistes en master de l'UFRSVT. Ces derniers sont contre l'instauration d'une note éliminatoire selon quelques étudiants que nous avons rencontrés mais qui n'ont pas voulu se prêter à notre micro. L'administration a persisté en voulant appliquer cette note éliminatoire malgré leur démarche pour trouver un terrain d'entente face à leur refus de composer. L'administration a isolé quelques étudiants afin qu'ils composent et des CRS sont venus pour les sécuriser. Les étudiants ont donc observé un mouvement d'humeur, mais ils ont été vite dispersés par des tirs de gaz lacrymogène. Sur ces images, on peut voir les restes de projectiles et l'entrée côté nord de l'université reste fermée. Au Conseil des ministres de ce 13 avril 2023 pour une lutte plus efficace contre le terrorisme, le gouvernement a adopté un décret sur la mobilisation générale et la mise en garde. L'adoption de ce décret a pour objectif de donner à l'État tous les moyens nécessaires pour faire face à la situation sécuritaire. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil a adopté un ensemble de rapports cumulés pour permettre au Burkina d'être à jour vis-à-vis de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Au titre du ministère de l'énergie, des mines et des carrières, le Conseil des ministres a adopté un décret portant conditions d'octroi et de renouvellement d'agréments pour le traitement des résidus miniers au Burkina. Les précisions de Michael Tougri. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, le Conseil a adopté un décret portant mobilisation générale et la mise en garde. Face à la situation sécuritaire à laquelle fait face le Burkina Faso, le salut de la nation repose sur un sursaut national et l'ensemble des fils et des filles en vue de trouver une solution, a indiqué le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Kassoum Kambou. L'adoption de ce décret portant mobilisation générale et la mise en garde vise à donner à l'État tous les moyens nécessaires pour faire face à la situation sécuritaire. Il s'agit surtout à travers ce décret de donner un cadre juridique légal à l'ensemble des actions à mettre en œuvre pour faire face à la situation que vit le Burkina Faso. Au titre du ministère en charge de la justice, il a été question d'adopter un ensemble de rapports cumulés pour permettre au Burkina Faso d'être à jour vis-à-vis de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Selon le ministre en charge de la justice et des droits humains, Bibata Nebie, il s'agit de rapports cumulés concernant la période 2015-2021 relatifs à la mise en œuvre des engagements résultant de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'adoption de ce décret permet ainsi au Burkina Faso de se mettre à jour de la présentation des rapports de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et de porter la voix du Burkina Faso en ce qui concerne la mise en œuvre des droits humains du pays devant cette instance africaine. Au ministère en charge de l'énergie, des mines et des carrières, le Conseil des ministres a adopté un décret portant conditions d'octroi et de renouvellement d'agréments pour le traitement des résidus miniers au Burkina Faso. Selon le ministre en charge des mines, Simon-Pierre Boussim, ce test permet de codifier le traitement des résidus miniers qui n'avaient pas été pris en compte dans l'arsenal juridique encadrant le secteur minier. Ce décret va permettre ainsi de combler ce vide juridique qui existait en matière de traitement de résidus miniers, a affirmé le ministre Simon-Pierre Boussim.
On s'intéresse à présent à l'avant-projet de loi portant code de la presse et de la communication audiovisuelle. Le document a été adopté à Tinkodogo le 8 avril dernier lors d'un atelier organisé par le ministère en charge de la communication. Quelles sont les réformes contenues dans cet avant-projet de loi et que pense le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture de ce avant-projet de loi? Son secrétaire général adjoint réagit dans cet élément signé Maxime Jean-Eudes Bambara. Le secrétaire général adjoint du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture SYNATIC salue l'adoption de l'avant-projet de loi portant code de la presse et de la communication audiovisuelle à l'atelier de Tinkodogo organisé par le ministère en charge de la communication. Pour Aboubakar Sanfo, son adoption est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté en 2020. Cet avant-projet de loi a, selon ce dernier, le mérite de fusionner les 3 lois qui régissent la presse en ligne, la presse audiovisuelle et la presse écrite en une seule loi. Cette réforme-là va venir réduire en tout cas la segmentation des lois sur les médias. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va corriger les insuffisances. Et ensuite, il faut dire que cette loi, cet avant-projet de loi, donc, va renforcer le statut du journaliste. Donc c'est une des avancées en tout cas. Donc le statut du journaliste a été mieux défini dans la loi, avec bien sûr les droits et les devoirs. Le journaliste n'a pas que les droits ont été affirmés, mais les devoirs du journaliste également ont été mieux affirmés donc, dans cette loi, avec des dispositions qui vont avec. Le statut de journaliste professionnel est redéfini dans cet avant-projet de loi et prend désormais en compte la formation académique dans le journalisme, l'expérience professionnelle et la certification des acquis professionnels pour ceux qui intègrent le métier sans diplôme académique ou une formation dans une école de journalisme. Il y a aussi cette possibilité pour ceux qui n'ont pas la licence, qui ont moins que la licence, d'embrasser aussi le métier. Voilà, donc après 5 ans, il leur est permis de passer cette étape de certification à travers donc un institut de formation en journalisme et d'avoir donc la qualité de journaliste professionnel. Ce sont des nouvelles dispositions que les acteurs ont voulu intégrer pour quand même assainir un peu le milieu et relever un peu le niveau voilà, donc, des acteurs. Des recommandations ont été faites selon Aboubakar Sanfo pour corriger les insuffisances des textes de 2015. Il s'agit notamment de la prise en compte du statut des techniciens dans les médias et la modification de certaines dispositions relatives à la dépénalisation. Des infractions pour lesquelles le journaliste ne devrait pas quand même faire la prison. Voilà, donc ces dispositions résiduelles ont été donc revues et prises en compte. Il y a aussi l'aspect concernant donc le quantum des amendes. Les acteurs des médias ont trouvé en tout cas que c'était très élevé et c'est en tout cas un frein à la liberté de la presse et ces dispositions ont été également légèrement modifiées. L'autre recommandation prise en compte dans cet avant-projet de loi est celle relative au statut de l'entreprise de presse pour une fiscalité adaptée. Vous savez que les médias aussi, ils jouent un rôle de service public. Voilà, ils ont une mission de service public d'information, que ce soit les médias publics ou bien les médias privés. Donc ce statut, en tout cas de l'entreprise de presse, s'il venait à être adopté, pourrait donc permettre en tout cas aux entreprises de presse d'être un peu plus à l'aise, voilà, et aussi aux agents de pouvoir donc travailler dans de meilleures conditions. Selon le secrétaire général adjoint du SYNATIC, Aboubakar Sanfo, le processus d'adoption de cet avant-projet de loi a été participatif et a réuni l'ensemble des organisations professionnelles des médias. Un avant-projet de loi qui, pour lui, est une avancée notable en attendant son adoption par les députés.
L'orage semble être passé au sein de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina. La fêtière a relancé officiellement ses activités ce 13 avril. Après avoir fait le point sur la situation actuelle de l'éducation au Burkina, les membres de l'association ont proposé quelques pistes de solutions. Ils ont élaboré un plan d'action pour une école plus résiliente. Un plan d'action qui pourrait contribuer à relever les défis de l'éducation confrontés en ce moment à la crise sécuritaire. À ce point de presse, Hector Adam Ouedraogo s'est présenté comme le président légal et légitime de l'UNAPESB. Alexis Winkouni Belemnaba. De 6134, le nombre de structures éducatives fermées est passé à 6334 selon le dernier rapport mensuel du secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence en date du 31 mars 2023, soit une hausse de 200 structures comparativement au mois précédent, ce qui représente près de 24% des structures fermées affectant plus d'1 million d'élèves sur le plan national compte tenu de la situation sécuritaire. Cette structure fêtière des associations des parents d'élèves veut jouer sa partition. En ordre de bataille, l'UNAPESB décline quelques-unes de ses activités à venir. Elle compte assurer une fonction de veille, de prospective et de communication dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence. Faire le plaidoyer auprès des partenaires pour la mobilisation des ressources au profit de l'éducation en situation d'urgence. Initier des partenariats avec les acteurs publics et privés pour l'éducation en situation d'urgence. Cette crise a également impacté plus de 32 000 enseignants sur le plan éducatif. L'UNAPESB propose par ailleurs de les accompagner et de leur apporter assistance en cette situation d'urgence. Développer une chaîne de solidarité entre les élèves et étudiants en situation d'urgence. Contribuer aux campagnes d'information et de sensibilisation contre l'extrémisme violent. Mobiliser les parents d'élèves et d'étudiants pour intensifier leur soutien aux enfants en situation d'urgence scolaire et de formation. Cette conférence de presse est une première après la crise qui a traversé cette structure fêtière des associations des parents d'élèves et qui a ralenti ses activités d'accompagnement du système éducatif. Hector Ardan Ouedraogo, qui a animé cette conférence de relance des activités de l'UNAPESB, se présente comme le président légal et légitime de cette fêtière des associations des parents d'élèves. Association générale de l'association Beugner et des commerçants solidaires de Sankariari, une première AG officielle après l'obtention de son récépissé, une occasion pour remercier les membres de l'association qui ont mobilisé la somme d'1 million de francs CFA pour contribuer à l'effort de guerre. Des actions de solidarité seront aussi dirigées vers d'autres familles et personnes vulnérables, a expliqué le secrétaire général de l'association, Serge Bassolé et Wendla Sida Kabouri. C'est par 1 minute de silence en hommage aux forces combattantes tombées pour la défense de la patrie que s'est ouverte cette assemblée générale de l'association Beonéré des commerçants solidaires de Sankariari. Pour le secrétaire général de la dite association Sayouba Berewidgou, cette association a vu le jour suite à l'incendie de Sankariari. Et le rôle de leur structure sera de transmettre aux autorités compétentes les préoccupations des commerçants victimes de l'incident. C'est pour suivre l'évolution de la situation, également apporter notre contribution aux efforts des autorités vers une réouverture rapide du marché Sankariari que nous avons mis en place l'association Beonéré des commerçants de Sankariari. L'association vise à promouvoir et créer un cadre structuré et harmonisé au profit des commerçants du marché de Sankariari et contribuer à la solidarité entre les membres, à l'émergence de leurs activités et à la sauvegarde de leurs intérêts matériaux et moraux. Le secrétaire général de l'association exprime sa gratitude aux membres qui ont contribué à la mobilisation de la somme de 1 million de francs CFA pour soutenir l'effort de guerre. Il invite par ailleurs les victimes de l'incident du marché de Sankariari à être optimistes quant à la réouverture de leur marché. C'est dans cet esprit que nous avons décidé, malgré la situation difficile pour chacun de nous,
de répondre à l'appel patriotique du chef de l'État et du gouvernement à soutenir l'effort de guerre. Nous allons à cet effet remettre, à l'issue de cette Assemblée générale, une somme d'argent que nous avons récoltée entre nous, les membres de l'association. Aux commerçants de Sankara impactés par cet incendie, nous les invitons à se resserrer les coudes et à apporter leur soutien aux autorités dans leurs multiples efforts et pour une réouverture rapide du marché Sankara. Un rappel, c'est le 29 janvier dernier qu'une des plus importantes infrastructures marchandes de la capitale, notamment le marché de Sankara, a été ravagée par un incendie et ayant détruit 70% des boutiques. Créer un cadre structuré et harmonisé au profit des commerçants du dit marché sont en outre les objectifs de l'association Béonéré des commerçants solidaires de Sankara. Les musulmans ont entamé la dernière décade du mois de Ramadan ce 11 avril. Le mois de Ramadan qui tire à sa fin, mais les 10 derniers jours sont plus importants selon le Coran et la tradition islamique. C'est dans cette période que se situe la nuit du destin. L'imam du Serfi Ismaël Tiendebego revient sur l'importance de ces dernières nuits qui sont des moments de prière intense et des moments de générosité. C'est un entretien réalisé par Abdoul Raimiye. Donc la nuit du destin est meilleur que 1000 mois. C'est la dernière ligne droite du jeûne du mois de Ramadan. L'imam Ismaël Tiendebego du Serfi, Cercle d'études, de recherche et de formation islamique, explique que c'est durant ces 10 derniers jours que le Coran a été révélé. Et c'est au cours d'une nuit appelée la nuit du destin. Une nuit très spéciale pour le musulman selon l'imam qui explique qu'elle a la valeur de plus de 1000 mois d'adoration. Allah dit dans un verset de la sourate 44 que c'est pendant cette nuit-là que tout ordre sage est décidé. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont décidées nous concernant. Il y a aussi l'aspect commémoration de la révélation du Coran pendant cette nuit spéciale-là. Et comme vous savez que la nuit, elle fait partie des 10 derniers jours du mois de Ramadan, donc du coup ces 10 derniers jours sont spécifiques. Donc la nuit du destin est meilleure que 1000 mois d'adoration. Donc 1000 mois est meilleur que 1000 mois. Les savants disent que les 1000 mois dont il est question, c'est la récompense en termes d'adoration que Dieu promet à celui qui va être éveillé dans l'évocation, dans la lecture ou dans la prière pendant cette nuit spéciale-là. Pour avoir les récompenses contenues dans cette nuit du destin, il est recommandé aux musulmans de faire plus d'efforts au cours des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Prière nocturne, invocation et évocation du Tout-Puissant sont entre autres les actions recommandées. Ces 10 derniers jours déjà, il y a des activités qui sont prévues, mais notamment de multiplier en fait la générosité parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décrit comme quelqu'un de très généreux, qu'il était davantage pendant le mois de Ramadan et qu'il était encore plus pendant les 10 derniers jours. Donc déjà pendant les 10 derniers jours, c'est nous appeler à la charité, nous appeler à la générosité, nous appeler au don. Il y a également les prières de Salat Tahajjud, les prières de nuit que nous faisons, que l'on appelle Qiyamul Layl. Donc on peut faire ces prières de nocturnes là, soit seul, soit à la mosquée. Toujours dans l'ordre de la générosité, le musulman qui a la capacité doit prélever en cette fin du mois de Ramadan la zakat al-fitr ou l'aumône de la rupture pour lui et pour ceux qui sont à sa charge. Il s'agit de prélever une certaine quantité de céréales au profit des personnes nécessiteuses afin de leur permettre de se nourrir convenablement le jour de la fête. Et le but, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est pour éviter que les nécessiteux aient à tendre la main le jour où tout le monde est heureux. Donc le but, c'est de donner à manger. Et les savants vont dire que soit on reste dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam en donnant les céréales, de ce que nous mangeons, du riz, du maïs, ce que nous mangeons principalement, on doit donner cette céréale-là. Ou bien on peut donner sa valeur en argent parce qu'on peut estimer que quelqu'un peut-être qui est déplacé interne ou quelqu'un qui est célibataire, c'est peut-être difficile pour lui de pouvoir faire la cuisine ce jour-là. Bon, pour des cas spécifiques, on peut donner la valeur de la zakat al-fitr en argent. Donc on prend la céréale, on estime les 3 kilos en argent et puis on peut donner le correspondant, Inch'Allah. Durant cette période spéciale, l'imam affirme que les invocations sont exaucées par le miséricordieux, une occasion d'inviter les musulmans du pays à multiplier les prières pour le retour de la paix et la stabilité au pays des hommes intègres.
La période de forte chaleur a débuté depuis un moment. Il faut donc faire attention aux personnes âgées. Cette période peut représenter un risque important pour leur santé. Les personnes âgées sont plus vulnérables à la déshydratation et cela peut entraîner des complications graves telles que des infections urinaires, des maladies rénales ou même la mort. Dans le reportage qui suit, Dr Louis-Sylvain Ouedraogo, médecin spécialisé en gériatrie, aborde les dangers de la canicule sur les personnes du 3e âge et nous donne des mesures de précaution. Et c'est dans ce reportage de Mamidriana Kamabou. Avec des températures de plus de 38 degrés, les mois d'avril et mai riment avec des fortes chaleurs. Et les personnes les plus touchées par ces températures sont celles de 3e âge. Selon Dr Louis-Sylvain Ouedraogo, médecin spécialiste en gériatrie, c'est-à-dire dans la prise en charge de personnes âgées, cette période de canicule est très dangereuse pour cette tranche d'âge. Il appelle ces dernières à boire régulièrement et suffisamment de l'eau. De boire au minimum 2 à 3 litres. En quantité, on va dire 3 litres, ça serait vraiment bien parce qu'il fait vraiment chaud. 2 litres, ce n'est pas déjà bon. Voilà, 2 litres, c'est très faible. Il faut viser 3 litres et aussi boire en petite quantité plusieurs fois par jour. Ça ne sert pas de boire 1 litre le matin, 1 litre à midi et puis vouloir boire 1 litre. Non, il faut espacer la prise d'eau. Boire de l'eau qui ne soit pas trop fraîche parce que quand on boit de l'eau fraîche, c'est pas bon pour l'organisme, ça peut donner certaines maladies. Donc, boire de l'eau qui est à température ou bien légèrement fraîche, mais pas de l'eau froide qui vient de sortir du frigo, ça, c'est pas bon. La déshydratation peut avoir des conséquences graves sur la santé des personnes âgées, selon Dr Louis-Sylvain Ouedraogo. Et cela peut entraîner des complications plus graves, telles que des maladies rénales. Il faudra surveiller le comportement. Parce que souvent, lorsqu'on est dans cette période-là, quand la personne commence à être déshydratée, on va voir que le comportement va changer. Généralement, ils vont commencer à ne plus trop parler, à rester dans leur coin, à ne plus trop bouger, à ne plus trop manger. Quand on voit ça, c'est le premier signal d'alerte. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui se passe. Le cerveau ne fonctionne plus correctement parce que justement, il n'y a plus d'eau. Et quand c'est comme ça, il faut rapidement intervenir. Certaines personnes âgées habitent dans des zones où les populations sont privées d'accès aux services de base et à l'eau potable. Comment peuvent-elles vivre cette période de canicule? Pour ces personnes-là, il va falloir déjà jouer sur la sociabilité, d'accord? L'entraide entre les différentes couches de la famille. Il faut toujours trouver un moyen pour pouvoir avoir de l'eau. Que ça soit dans un canari, que ce soit les sachets d'eau, il faut qu'il y ait de l'eau, surtout à portée de la personne. Selon le médecin spécialiste, les personnes de plus de 60 ans ont du mal à boire régulièrement de l'eau. Lorsque cela arrive, d'autres mesures de prévention sont conseillées. Il y a des personnes, actuellement, il fait chaud, ils ne peuvent même pas terminer un demi-litre d'eau. Quand c'est comme ça, là, ça devient un gros problème. Parce qu'on ne peut pas forcer la personne à boire. Et quand on est dans ces situations-là, la seule solution, c'est de faire des perfusions. Même à domicile, ça peut se faire. Il y a l'infirmier qui se déplace à domicile, qui place la perfusion avec un produit bien spécifique, avec le matériel qu'il faut. Et ça permet d'hydrater la personne qui n'arrive plus à boire par la bouche. Selon ce médecin spécialiste, le Burkina Faso enregistre beaucoup de décès de personnes de 3e âge en cette période de forte chaleur. Il est donc nécessaire, selon le gériatre, que les personnes âgées ne restent pas seules durant la canicule pour éviter la déshydratation. On termine en sport avec la 26e journée du championnat national de Ligue 1. Ce week-end, Majestic reçoit l'USFA sur ses installations à Zignaré et Salitas sera face au RCK au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Les 4 équipes se sont prêtées aux questions des journalistes. Toutes ont montré leur ambition d'empocher les 3 points. Yassine Sawadgo nous fait le point. Éliminé en quart de finale de la Coupe du Faso par les Faux, Majestic n'a plus que les 4 dernières journées du championnat pour se prévaloir. 7e au classement à l'issue de la 25e journée, les académiciens de Saponais se doivent d'engranger des points. À cette 26e journée, leur client s'appelle l'Union sportive des forces armées qui, elle aussi, n'est totalement pas sortie du trou.
L'encadrement technique du Majestic est conscient de la tâche qui l'attend et s'est dit préparer au mieux. C'est une grande équipe, comme on le connaît. Voilà, c'est un adversaire qu'on connaît très bien. Voilà, donc c'est un match qu'on doit prendre plus au sérieux. Voilà, vu déjà qu'on a été éliminé, on est conscient de la tâche qui nous attend. Et c'est un adversaire aussi qu'on a gagné à l'aller. Voilà, donc il ne va pas se laisser faire pour le match retour. Donc c'est à nous de se concentrer et essayer de prendre des points dans ce match-là. L'Union sportive des forces armées est donc prévenue. Son maître à penser promet un match plaisant avec les 3 points à la fin. Majestic, c'est une équipe joueuse, une équipe jeune, une équipe mobile, agressive, insoucieuse, qui joue son ballon, donc qui fatigue beaucoup l'adversaire. Voilà, avec un coach qui est tactiquement bien posé, ce qui fait que quand on joue contre eux, il faut rester très concentré. Ce qui est sur nous aussi, on a la fougue, ce qui fait que ce qui est sûr, il y aura un beau match. Et ça, il faut s'attendre à un match qui sera très beau, très enlevé. Après, c'est l'efficacité qui va faire la différence. Nous espérons que nous allons pouvoir marquer dans ce match-là. L'autre face-à-face ce week-end est celui qui oppose le club Salimata Itasseré au Rail Club du Kadiogo. Les Colombes de Ouaga 2000, qui jouent sur 2 tableaux, à savoir le championnat et la Coupe du Faso, ne comptent pas lâcher prise. Le seul mot d'ordre, avoir le gain du match. Je pense que ça va être un match intéressant. Nous, de notre côté, vraiment, les joueurs sont motivés parce que nous savons que le gain de ce match est très capital pour nous dans la course au titre. Donc on va donner tout ce qu'il faut. Le Rail Club du Kadiogo, qui n'a plus d'autre compétition que le championnat, dit se battre pour sauver l'honneur, a commencé par cette rencontre. Nous ne jouons plus le titre, voilà, puisque mathématiquement ce n'est plus possible. Nous sommes éliminés aussi au niveau de la Coupe du Faso. Donc présentement, le RCK joue pour l'honneur. Et vous êtes sans ignorer que l'honneur n'a pas de prix. Donc nous allons nous battre comme de beaux diables pour sortir avec honneur dans ce match. Majestic USFA, c'est pour ce samedi 15 avril au stade municipal des Ignaré et Salitas RCK le dimanche 16 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou à partir de 16h. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.